France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour à la COP28 ce soir. Fossil fuels should be phased down. Are you happy to have that language in the text this time? Absolutely not. And I assure you, not a single government do believe in that. Voilà, le ministre saoudien de l'énergie à qui on demande, c'était sur Bloomberg TV, s'il est prêt à un accord sur la sortie des énergies fossiles. Est-ce que la réponse a besoin d'être traduite? Absolutely not. Et il ajoute même qu'il n'est pas tout seul dans ce camp-là. Bonsoir Gaïa Fèvre. Bonsoir. Vous êtes responsable des politiques internationales au réseau Action Climat, en charge des négociations COP. Ça donne quand même une idée, ce qu'on vient d'entendre, c'était lundi, de la difficulté de vos discussions. La question au ministre, autant que je sache, parlait même de réduction, pas de sortie, donc on n'était pas au max, si je puis dire. Mais au moins, est-ce que ça n'a pas le mérite d'être clair? On sait exactement où on se place, qui dit quoi. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, les Saoudiens. Il y a aussi la Chine et la Russie. Au moins, on sait à qui on parle, non, Gaïa Fèvre? Oui, tout à fait. Vous pointez du doigt, en effet, ceux dont on a l'habitude d'entendre parler sur non, on n'ira pas sur la sortie des énergies fossiles, et ils le disent clairement. Après, ce qui est intéressant, c'est que il y a 198 États autour de la table, et il y en a d'autres aussi qui sont très vocaux. Et je ne sais pas si vous avez vu le 5 au petit matin, on a un brouillon de texte qui est sorti sur le bilan mondial, qui est le texte premier sur lequel on travaille, dans lequel on aura un langage sur la fin des énergies fossiles. Et pour le coup, toutes les options sont sur la table. Donc voilà, il y en a d'autres États et on va y vocaux. venir. Il y en a trois et on va y venir. Je me demandais si c'était toujours comme ça en fait, parce qu'on sait bien qu'effectivement des positions ça s'assouplit, ou justement pour cette COP-là, parce qu'on est vraiment dans le dur et parce qu'on est vraiment là dans quelque chose de très fort qui est les énergies fossiles, il y a beaucoup moins d'options. C'est presque oui ou non, mais au milieu il n'y a pas grand-chose finalement aussi. En fait, au milieu, comme vous dites, il n'y a plus grand-chose parce que à la COP26 à Glasgow, on a réussi sur le charbon. Et en fait, là, ce que nous dit la science, si on veut garder le 1,5 degré à portée de main, va falloir parler gaz et pétrole. Donc, c'est surtout là où on en est aujourd'hui. Et si on veut rester sur une planète viable, il va falloir adresser l'éléphant dans la pièce, mais il va falloir faire preuve de courage politique. Il va falloir faire preuve de compromis parce qu'on décide au consensus. Les options qui sont sur la table, Gaïa Fèvre, elle dit ceci. La première, elle dit élimination progressive et juste des combustibles fossiles, fermez les guillemets. La deuxième, elle dit accélération des efforts en vue d'une sortie des énergies fossiles sans dispositif de capture des émissions, bien sûr on y viendra, et réduire rapidement leur usage pour atteindre la neutralité carbone au début du siècle. L'option 3, c'est no text, c'est-à-dire qu'on n'inscrit rien du tout sur le sujet. On est d'accord que l'option 3, c'est inenvisageable, Gaïa Fèvre? Alors, là, je vais parler du côté voie société civile. En effet, pour nous, c'est inenvisageable parce que on a construit tout un momentum autour de cette COP, qui est devenue la COP des fossiles, de par la nature de la présidence, du fait que toute l'année, il y a eu des grosses mobilisations pendant la Climate Africa Week, mais aussi pendant le sommet de l'ambition d'Antonio Guterres à New York. Il y a eu aussi des États qui ont été très encourageants, qui ont fait preuve de leadership. Je pense particulièrement à la Colombie, qui est très vocale dans les négociations aussi. Donc oui, pour nous, c'est pas possible de partir de cette COP sans un langage fort sur la sortie de toutes les énergies fossiles. Mais c'est surtout l'échec de la COP, en fait, puisque vous l'avez dit, c'est la COP fossile. Donc si c'est l'option 3, on est d'accord qu'on acte l'échec de cette COP. Nous, c'est certain qu'on va mesurer la réussite de cette COP au regard du langage qu'on va avoir autour des énergies fossiles. Ça, c'est sûr. Alors justement, et on n'a jamais eu des options avec réduction comme ça. On l'a jamais vu encore. Donc c'est pour ça qu'aussi on est assez optimiste. Alors justement, sur les options 1 et 2, est-ce que ce qui compte le plus, c'est qu'à un moment, il y ait le mot sortir qui soit inscrit, ou finalement sortir sans date butoir, ça n'a pas beaucoup de sens? Est-ce que réduction, c'est un compromis par rapport à sortie, ou est-ce que c'est une aberration? Alors pour le premier point, sans la date, c'est pas possible parce que qu'est-ce que ça veut dire clairement si on dit sortie d'ici 2100, enfin s'il n'y a pas de date et que les États se projettent en rentrant à la maison et se disent mon plan national je vais le faire, c'est ça exactement, on n'a rien gagné du tout. On a juste fait plaisir à la société civile en mettant le langage fin des fossiles. La deuxième option, elle est très inquiétante parce que là, comme vous le disiez, il y avait la notion capture de carbone. Pour faire court, ça pour nous c'est un mirage technologique parce que ça serait dire on est capable de capter le carbone
carbone par le stockage ou capturé dans l'air. C'est des solutions technologiques qui n'ont pas fait leurs preuves, qui sont très coûteuses. C'est un vocabulaire qu'on entend beaucoup de la part des États pétroliers, mais également des lobbyistes fossiles qui sont là en nombre assez important. Donc pour nous, c'est très risqué. Après, sur la partie package en entier, parce qu'on parle pas que des énergies fossiles, parce qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais il faut aussi rentrer dans le renouvelable. Donc là, la cible, c'est tripler la capacité énergétique renouvelable d'ici 2030 et doubler l'efficacité énergétique et faire preuve de sobriété. Donc il y a aussi ce volet-là qui est aussi dans le texte. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. Il faut voir le paquet énergie comme un tout. Et le dernier axe à avoir en tête, c'est le levier financier. Parce que ce qui va bloquer aussi, même si on a un vocabulaire sorti des énergies fossiles, entrer dans le renouvelable et l'efficacité, si on met pas l'argent sur la table pour faire la transition énergétique, il y a beaucoup d'États, notamment du Sud, qui vont pas le vouloir. Hein. Alors on va y venir, et l'un après l'autre. Vous avez parlé tout à l'heure de cette histoire de captation. Écoutez, John Kerry, c'est le monsieur climat du président Biden quand même. Il tenait une conférence de presse, c'était tout à l'heure à Dubaï. Ma position est la position scientifique. La science dit que nous ne pouvons pas atteindre le zéro émission net en 2050 sans la captation du carbone. C'est ce qu'ils disent. Il y a déjà des entreprises qui le font. Je veux dire, regardez Occidental, qui est une société pétrolière et gazière. Ils s'intéressent tous à la captation directe du carbone dans l'air. D'autres sociétés ont historiquement utilisé le dioxyde de carbone qu'elles captent pour améliorer leur production pétrolière. Ce n'est pas ce que beaucoup de gens souhaitent voir ici à Dubaï, mais au moins ils le capturent. Et personne ne dit que nous sommes obligés de passer 20 ans avec une seule technologie. Nous disposons de nombreuses options. Franchement, je suis enthousiasmé par ce que je vois en ce moment. C'est très différent de là où nous étions auparavant. Et j'ai presque envie de dire aïe 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 pour vous, Gaïa Fev, parce qu'il est là le solutionniste et on a l'impression que ça c'est le piège dans lequel on peut s'enfermer à cette COP-là si on n'arrive pas à dire le mot sortir. On va faire comme Kerry, on va dire regardez. Et en plus, si ça se trouve, il y aura un truc encore meilleur dans 10 ans ou dans 20 ans. Malheureusement, on n'a pas le temps, en fait. Donc moi, je partage pas du tout cet enthousiasme. Au contraire, je suis terrifiée. Parce qu'en fait, là, quand on regarde tous les plans nationaux, on les additionne, on est sur un monde à 2,7. Quand on regarde le pourcentage de chance de garder le 1,5 à portée de main, on parle de 14%. Et en fait, ces technologies-là, c'est un peu des licornes. Je veux dire, et là, ce qu'il faut, c'est mettre l'argent au bon endroit. Et mettre l'argent au bon endroit, c'est le mettre sur le renouvelable, le solaire, l'éolien. C'est aussi arrêter de subventionner les énergies fossiles. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du FMI, 7 000 milliards, mais c'est fou, 7,1% du PIB mondial qui va aux énergies fossiles sous forme de subvention. En fait, tout cet argent, il faut qu'il aille au bon endroit, c'est-à-dire investir dans des technologies qui fonctionnent. Je vais vous faire écouter quelqu'un d'autre, Gaïa Fev, qui s'appelle Baba Dramé. C'est le chef négociateur du Sénégal. Et le Sénégal préside cette année le groupe des pays les moins avancés, précisément. Voici ce qu'il dit. L'objectif ultime, c'est l'accès à l'énergie. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous sommes des pays en développement. Et si je prends le cas de l'Afrique, aujourd'hui, plus de 600 millions de personnes n'ont pas encore accès à l'énergie. Donc c'est une injustice qui est là, qu'on doit absolument régler avec la transition énergétique juste. Vous dites quoi? Si vous ne nous aidez pas, on est obligé d'aller vers les fossiles? Je ne peux pas le dire comme ça. Si vous ne nous aidez pas, on va vers les énergies fossiles. Mais de toutes les façons, il faudrait qu'on réfléchisse, en tout cas sur une approche qui soit une approche juste, que nos pays, qu'on puisse leur permettre d'utiliser les énergies dont ils disposent, et que les autres qui ont une responsabilité historique puissent montrer le leadership en termes de réduction de leurs émissions, mais en nous aidant aussi à accéder aux énergies vertes qui puissent permettre à nos communautés d'être autonomes en termes d'accès à l'énergie. Et merci à Sandy Dauphin pour cette interview avec Baba Dramé qui doit être à côté de vous d'ailleurs, Gaïa Fev. Et en même temps, on peut le comprendre, ce monsieur, non? Enfin, ce qu'il nous dit, c'est il dénonce notre hypocrisie de pays riches. Attendez, vous faites pas d'efforts et en plus, nous, vous nous privez de fossiles, c'est pas bien. Eh ben, oui, ça doit nécessairement faire partie de la conversation parce que nous, au réseau Action Climat, mais aussi au réseau international, parce qu'on appartient également à un réseau international dans les négociations, en fait, c'est ça qu'on appelle. On appelle une sortie juste et équitable de toutes les énergies fossiles. Et juste, ça veut dire nécessairement qu'il y a des dates de sortie différenciées. Ça veut dire qu'on leur laisse du temps. Exactement. On ne peut pas demander la même chose aux États-Unis, au Canada, à l'Union européenne. Il a nommé la responsabilité historique. En effet, ces pays-là, ils ont utilisé le pétrole pour se développer, le charbon, le gaz.
Maintenant, les autres pays qui veulent se développer, c'est normal qu'ils donnent cet argument-là et qu'ils disent moi, en fait, il va falloir m'accompagner dans la transition si vous voulez pas que j'utilise le fossile dans mon sol. Même s'il ne les dit pas directement, c'est tout à fait logique et c'est légitime comme propos. Ce qui n'est pas légitime, c'est que les pays historiquement responsables, les plus riches et les plus capables, se serrent pas la ceinture en premier, en fait, il faut l'ider par l'exemple. Il faut qu'ils montrent l'exemple et il faut qu'ils mettent l'argent sur la table. Et pour l'instant, l'argument des pétroliers, c'est de dire non, mais attendez, nous, il y a toujours de la demande. Donc, pourquoi est-ce qu'on fermerait le robinet de l'offre ? Le narratif, on produit parce que vous consommez, celui-là, il est terrible et on a essayé de le casser. On essaye de le casser de plus en plus. Il y a des alliances d'États. Je ne sais pas si vous connaissez BOGA. Beyond Oil and Gas. Et là, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le Kenya qui vient de rejoindre. Et il y a la Colombie qui a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc là, on voit un peu plus d'États producteurs et d'États consommateurs qui se mettent ensemble pour essayer de casser ce narratif-là. Parce qu'en effet, il va falloir marcher main dans la main. En fait. Il va falloir arrêter de produire. Et ça, effectivement, c'est effectivement un cercle vicieux. Vous l'avez dit, Gaïa Fèvre, il y a 2 fois plus de lobbyistes qu'il y en avait à Sharm el-Sheikh, où il y en avait déjà, même 4 fois plus, alors qu'il y en avait déjà à Sharm el-Sheikh 2 fois plus qu'à la précédente. Enfin, à un moment, effectivement, les lobbyistes seront ultra majoritaires. Mais est-ce qu'on peut regarder les choses dans l'autre sens, en fait ? S'il y en a autant, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que quand même, ils commencent à avoir peur, non ? Moi, j'adore cet exemple-là, cette manière d'analyser. Je me dis ça aussi. Je me dis, écoutez, nous aussi, on est très nombreux. Ils viennent de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'ils réagissent. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont des accès à des négociateurs ou négociatrices que moi, je n'ai pas. Et je sais aussi qu'ils ont des liens avant de partir. Ils sont considérés par exemple, on a croisé Patrick Pouyanné. Il est accrédité par la France, qu'il considère certainement dans sa délégation commerciale. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète. C'est les conflits d'intérêts que ça peut représenter et le fait que la COP, elle n'a pas de politique de conflit d'intérêts. Et donc, en fait, à un moment donné, ça va poser un problème. C'est pas possible. Au début de cette COP, Gaïa Fèvre, il y a eu le fonds pertes et dommages et tout le monde a été content, effectivement, du fonds pertes et dommages. Mais alors là, pour le coup, je vais le prendre à l'envers. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on profite de cette première semaine qui a été positive grâce à ce fonds-là pour se dire que s'il y a un échec à la deuxième, au moins on pourra ressortir avec ce trophée-là et au fond, on aura oublié. Je pense qu'il n'y a même pas eu que le trophée de l'opérationnalisation du fonds de pédagogie. Je ne sais pas si vous avez vu le florilège, nous on a appelé ça le festival des annonces. Tous les engagements financiers et non financiers, l'ensemble des déclarations. Et en fait, ce qui nous inquiétait, c'est que, en attendant, les négociations techniques sur le côté, c'est ça qui compte en fait à une COP. On ne vient pas là pour faire un festival, un feu d'artifice d'annoncement. En fait, on vient là pour négocier et la négociation, c'est sur la fin des énergies fossiles. Après, c'était important, je pense, pour la présidence aussi, en termes de crédibilité, de commencer sur une victoire, d'envoyer un message positif. Et donc l'opérationnalisation du fonds servait aussi un peu à rétablir la confiance, parce que vous savez, dans les négociations, il y a toujours ce bris de confiance qui est très fort entre pays du Nord et du Sud, notamment au regard des promesses financières non tenues. Donc voilà. Après, il y a eu quelques engagements financiers au niveau du fonds, mais bon, je tiens à signaler aussi que c'est pas assez, parce que je crois que pour le moment, on est à environ 700 millions. Voilà. Et c'est pas... Rapidement, Gaïa Fèvre, demain c'est jour off, si je puis dire. Tout le monde va, parce que après effectivement, on va rentrer dans des négociations qui peuvent durer pendant des nuits. Mais je me demandais à quoi ça servait cette journée off. Si pour vous, et précisément, vous avez cité les lobbyistes tout à l'heure. Ça, pour le coup, c'est la journée on, j'imagine, des lobbyistes. Je pense que c'est journée on tous les jours pour les lobbyistes, sincèrement, parce qu'ils sont aussi avec nous dans les négociations. Donc je pense que c'est on pour tout le monde. Nous, à quoi ça sert ? Ça sert surtout à réfléchir stratégiquement. Qu'est-ce qu'on va faire sur la deuxième semaine ? Parce que on cherche aussi à créer des ponts. Et si on revient sur l'aspect fossile, on a vu à Oasis, c'est les États insulaires, on a vu à ILAC, c'est certains États d'Amérique latine être très vocales dans leur prise de parole. L'Union européenne, on sent qu'elle a un mandat qui lui permet de dire ok, on va chercher une victoire sur l'énergie fossile. Après, vous savez, dans les négociations, chaque pays, tous, ils parlent au nom de l'UE. C'est pas la France qui parle au nom de la France, etc. Mais on sent qu'il faut lui donner peut-être un petit peu de courage pour qu'elle aille soutenir ces États-là, pour qu'on aille chercher une victoire. Et comme vous le dites, là, la deuxième semaine, les ministres vont arriver, et là, ça va être très politique, et les nuits vont être très, très courtes. Voilà, écoutez, donc, cette nuit de repos, on stratégise et on se repose. À vous aussi, on souhaite bon courage, en tout cas, Gaïa Fèvre. Vous êtes responsable des politiques internationales au réseau Action Climat. Merci vraiment beaucoup. Un grand merci à Sandy Dauphin, qu'on salue au passage. Et puis, vous savez quoi, on a bien entendu la clim derrière vous. Allez, à une prochaine. Le 18-20, Fabienne Synthèse.
sur France Inter. La suite dans le 18-20, c'est un reportage à Skopje qui attire de plus en plus de digital nomads, ceux qui travaillent et voyagent en même temps parce que la ville est sympa, elle est surtout pas chère. La fine équipe qui nous emmène jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. En Grèce, où certains s'amusent à faire peur aux touristes en leur parlant punaise de lit. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon, bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Sommet Chine, Union Européenne demain à Pékin et beaucoup de sujets de contentieux. Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir Corinne. Bonsoir, on va danser pieds nus, enlever vos chaussures. Je vous propose un documentaire consacré à Césaria Évora, femme libre à l'avant-garde de nombreux combats contre les inégalités. Allez, en attendant le Cap-Vert, voici le Brésil. C'est la prochaine escale du Tour de la planète d'un jour dans le monde avec Bebel Gilberto. Podem me pedir e também podem me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até falar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me pedir e também podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até falar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me pedir e também podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir, e não vou ir, não quero ir. Allons à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, où, comme ailleurs, conséquence des bouleversements liés au Covid, le télétravail a pris un essor considérable, mais pas seulement pour les Macédoniens. Voilà que la ville de Skopje intéresse aussi ce qu'on appelle les digital nomads, ces jeunes gens qui travaillent et voyagent en même temps. On sait que l'Espagne, l'Argentine, la Thaïlande sont des pays particulièrement populaires pour ces nomades du numérique. Mais depuis quelques mois, ils sont nombreux à rechercher des destinations moins chères. Ils atterrissent dans les capitales des Balkans et notamment à Skopje où la vie est plutôt bon marché. Le reste, c'est Louis Seyé qui raconte. Près de l'imposante statue d'Alexandre le Grand sur la place centrale ou même dans des rues un peu plus éloignées, on entend de plus en plus l'anglais à Skopje. Certains cafés à la mode servent aujourd'hui de bureau à de nouveaux venus comme Jens. Ce néerlandais de 28 ans a toujours son ordinateur dans son sac à dos. Skopje, c'est plutôt le hasard, car depuis Malte où je télétravaillais avant, il y avait un vol le jour où je voulais voyager. Donc j'ai regardé un site très utilisé par les digital nomades qui compare les villes pas chères. Skopje était bien placé, j'ai trouvé un billet d'avion direct et me voilà ici. Après les confinements liés à la pandémie de Covid-19, l'entreprise de jeux en ligne de Jens a généralisé le télétravail. Depuis, le jeune Hollandais déménage régulièrement à la recherche d'une bonne connexion Wi-Fi et de mini-prix. L'automne 2023, il l'a donc passé à Skopje. Le très branché magazine britannique Time Out a placé la capitale macédonienne en tête des villes les moins chères pour les nomades du numérique. Oh, ici, je peux facilement mettre environ $1000 de côté par mois. Aux Pays-Bas, la plupart de mes revenus partiraient dans les frais du quotidien. Je pourrais économiser 200 ou 300 euros par mois peut-être. Alors qu'ici, je peux facilement mettre 1000 euros de côté.
Une capitale pas chère donc, bien connectée au reste de l'Europe avec de magnifiques montagnes et une jeunesse accueillante et parfaitement anglophone. Maciek, la quarantaine, travaille comme nomade numérique depuis quelques années. Ce webmaster polonais apprécie le dépaysement macédonien. Je voulais changer mon environnement culturel et découvrir le monde tout en travaillant. J'arrive ici en Macédoine et je ne connais que le nom de la capitale, Skopje. Mais c'est vraiment un pays agréable à vivre. Moins réputées que les plages espagnoles ou thaïlandaises, les capitales du sud-est de l'Europe se font petit à petit leur place sur l'agenda des digital nomades. Développeurs web, designers 3D ou community managers, ils seraient aujourd'hui plusieurs milliers à travailler dans les Balkans. À Skopje, Diane, 43 ans, organise des soirées pour ces nouveaux expatriés. Il y a un vrai boom des arrivées de ces nomades numériques. Ils découvrent les Balkans parce qu'avant, notre région était toujours associée aux guerres qu'on a connues. Mais ils se sont aperçus que les Balkans étaient vraiment un super endroit pour vivre, voyager et profiter. Le gouvernement macédonien a annoncé vouloir suivre l'exemple de l'Albanie et de la Croatie et instaurer un visa dédié aux nomades du numérique afin de leur permettre de rester plus longtemps. Mais dans un pays où le salaire moyen dépasse à peine les 500 €, l'arrivée de ces travailleurs fortunés suscite déjà quelques incompréhensions. Certains de ces nomades digitaux gagnent par exemple 2000 € par mois. En arrivant ici, ils se disent « Oh, un appartement à 600 €, c'est tellement pas cher. Mais mon salaire est 3 fois ou même parfois 6 fois moins élevé que le leur. » C'est un peu frustrant, mais on ne peut pas faire grand-chose. Alors que ces nomades des temps modernes arrivent dans les Balkans, la jeunesse locale, elle, continue d'émigrer en Europe de l'Ouest. En 20 ans, la Macédoine du Nord a perdu par exemple 10% de sa population. Louis Seyé pour le reportage. Louis, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord au Népal que nous sommes, Kevin, qui se préoccupe du sort de ses ressortissants en Russie. Oui, particulièrement des mercenaires népalais qui combattent dans les rangs de l'armée russe contre l'Ukraine. Le gouvernement népalais a annoncé que 6 d'entre eux étaient morts ces derniers jours. Un autre est détenu en Ukraine et le ministère des Affaires étrangères népalais s'adresse à Moscou demandant au gouvernement russe de faire rapatrier les corps, d'indemniser les familles et de, je cite, ne pas recruter de citoyens népalais et de les renvoyer dès que possible s'ils sont recrutés. Pas sûr que le Kremlin réponde favorablement alors que l'armée russe a des difficultés à mobiliser en ce moment. On en a parlé dans Un jour dans le monde et la police népalaise indique aujourd'hui avoir arrêté 10 personnes suspectées d'être des recruteurs chargés d'envoyer des jeunes népalais sans emploi en Russie. Beaucoup de Népalais partent à l'étranger pour travailler dans des conditions souvent indignes et envoyer de l'argent à leur famille. Ça représente un quart du PIB du pays. On se rappelle notamment des centaines de milliers d'ouvriers népalais exploités sur les chantiers de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Nous voici en Norvège qui va inspecter ses fonds marins. À la recherche de matières qui valent aujourd'hui très cher, le cobalt, le zinc ou encore les fameuses terres rares qui font fonctionner toutes nos batteries du smartphone à la voiture électrique. Le gouvernement travailliste minoritaire au Parlement norvégien a trouvé un accord avec les partis de droite et du centre pour autoriser la prospection minière. En gros, vérifier qu'il y a bien des réserves de minerais qui méritent d'être exploitées en Arctique, sauf que ce genre d'extraction en eau profonde est controversé en raison bien sûr de l'impact sur les écosystèmes. Les défenseurs de l'environnement sont d'ailleurs d'ores et déjà vent debout. Nous n'autoriserons pas la Norvège à détruire la vie unique des profondeurs, dit par exemple Frode Pleim de Greenpeace Norvège lors d'une conférence de presse hier. Les représentants des différents partis ont assuré que l'exploitation ne sera autorisée que si elle peut être faite de manière durable et raisonnable. Et puis nous sommes en Grèce pour terminer où l'on regarde des punaises, on reparle des punaises de lit. Ah oui, sauf que là, je vous rassure, elles n'existent pas. En fait, des touristes ont eu la surprise lors de leur arrivée à Athènes ces derniers jours de découvrir des affichettes à l'entrée des immeubles dans lesquels ils avaient loué un appartement pour leurs vacances. Elles indiquaient dans un anglais approximatif que tous ces logements étaient évacués en raison de la présence de punaises de lit et que ceux qui refuseraient de partir prendraient une amende de 500 €, sauf que rien de tout ça
n'est vrai. Démenti du ministère de la Santé grec aujourd'hui, enquête ouverte par la police pour tenter de retrouver les auteurs de ces affiches. Il faut dire que le tourisme est un secteur clé en Grèce et tout cela arrive dans un contexte de crise du logement dans la capitale grecque en raison du développement des locations courte durée type Airbnb, ce qui fait grimper les loyers. Problème que l'on connaît bien aussi dans certaines villes françaises. Comme vous dites, Kevin Dufresne, merci beaucoup. À demain, vous partez avec un groupe de Los Angeles très inspiré par le continent africain. Il s'appelle Fool's Gold. Surprise Hotel sur France Inter et dans Un jour dans le monde. À tout de suite. Fool's Gold, Surprise Hotel sur France Inter. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon. Fabienne Synthès. Le 18-20. Franck, les dirigeants de l'Union européenne, Ursula von der Leyen et Charles Michel sont attendus demain à Pékin pour un sommet Chine-Europe. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi ce rendez-vous sera sans doute glacial. Oui, depuis 2019, les sommets Chine-UE se tiennent à distance. Covid oblige, retour donc demain au contact physique, mais il est peu probable en effet que tout le monde se prenne dans les bras. Le temps imparti pour cet édito est trop court pour que j'énumère tous les sujets de friction entre Bruxelles et Pékin. En 3 minutes, je peux quand même vous en donner quelques-uns. Il y a d'abord les dossiers purement économiques, à commencer par le déficit commercial avec la Chine. Il a doublé en 2 ans, près de 400 milliards d'euros l'an dernier. Les exportations chinoises vers l'UE sont 3 fois supérieures à celles de l'UE vers la Chine. Ce déséquilibre est notamment dû aux subventions de Pékin, directes ou indirectes, aux entreprises nationales. La Commission européenne a ouvert une enquête sur les aides chinoises pour les voitures électriques qu'elle juge illégales. Soyons clairs, la Chine ne bougera sans doute pas sur ce sujet. Elle reproche elle-même à l'UE des restrictions commerciales. À cela s'ajoutent d'autres problèmes, les surcapacités de production chinoise, la faible consommation intérieure. En clair, la Chine va continuer à exporter ses produits sans réellement ouvrir son marché à l'Europe. Et autre sujet de crispation, Franck, l'Ukraine. Oui, d'abord, les dirigeants de l'UE espèrent encore convaincre la Chine d'en faire plus pour que son allié russe mette fin à la guerre en Ukraine. Mais surtout, ils veulent déjà s'assurer que Pékin ne tende pas la main à Moscou. Or, les Chinois contournent les sanctions, on le sait. Ils vendent à la Russie de la technologie dont son armée a besoin en Ukraine. Si Pékin ne fait rien contre ça, l'UE pourrait inclure 13 entreprises chinoises dans son prochain paquet de sanctions contre Moscou. L'Europe s'inquiète également du soutien apporté par la Chine aux ventes d'armes de la
Corée du Nord à la Russie. Mais sur ces sujets, là encore, il ne faut pas s'attendre à des inflexions majeures de la Chine. Et alors quoi d'autre sur la liste des contentieux ? Alors il reste environ une minute. On peut citer évidemment les inquiétudes au sujet de Taïwan, plus que jamais revendiquées par Pékin, la stratégie de réduction des risques de l'UE, la stratégie de dérisking pour limiter sa dépendance à la Chine, les soupçons de sabotage récent d'un gazoduc en mer Baltique entre la Finlande et l'Estonie, sabotage attribué à la Chine, la position ambiguë de Pékin sur le climat, engagement dans les renouvelables mais toujours plus de centrales à charbon, ou encore les questions rituelles sur les atteintes aux droits de l'homme, aux libertés, les dérives autoritaires du régime de Xi Jinping. J'arrête là, mais de toute façon, les sommets UE-Chine donnent généralement peu de résultats. Josep Borrell lui-même, chef de la diplomatie européenne, avait parlé l'an dernier d'un dialogue de sourds. En fait, la Chine préfère au dialogue avec l'UE les échanges directs avec les pays membres. Elle continue à participer à ces sommets, surtout pour afficher sa bonne volonté. Au fond, elle a besoin de l'Europe pour sa stabilité économique, pour sa croissance. Et voilà un bon argument pour sauver la face demain, à défaut d'obtenir la moindre avancée. Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. So, let me start. Et le cinéma en VO, Corinne, nous emmène au Cap-Vert ce soir, sur les traces de la diva aux pieds nus, Césaria Évora. À l'affiche donc de ce documentaire qui est sorti déjà en salle, un portrait intime de la chanteuse, rempli de chansons, rempli de souvenirs, et qui nous éclaire aussi sur les conditions de vie des Cap-Verdiens avant et après leur accès à l'indépendance en 1975. Elle a un aéroport à son nom avec une statue de 3 mètres qui vous accueille quand vous arrivez sur l'île de Saint-Vincent. Césaria Évora, ambassadrice ultime et absolue du Cap-Vert, qui a passé quasiment toute sa vie dans la pauvreté avant d'accéder tardivement à la notoriété et devenir la star internationale que l'on connaît notamment grâce à ce morceau Saudade, diffusé en 1992 sur toutes les radios, qui raconte l'une des pages les plus effroyables de l'histoire de l'archipel. Ces amoureux que l'on séparait pour les envoyer travailler de force sans billet de retour à Sao Tomé et Principe, une autre colonie portugaise de l'époque. C'est dans ce contexte qu'il faut voir pour comprendre les chansons de Césaria Évora, son parcours, celui des Cap-Verdiens, citoyens de seconde zone, qu'elle a fait exister en accédant à la notoriété et qui a voulu mettre en avant ce documentaire. Anna Sofia Fonseca qui réalise le film. Je me disais que pour comprendre la musique de cette femme, il fallait connaître le contexte dans lequel s'était déroulée cette vie, depuis sa naissance, sa jeunesse et puis tout ce qu'elle a vécu dans son pays. Lá nasceu boi estrela que cata brilhar, linda mar boi areia que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só rotimar, terra pobre cheia de amor. Césaria a grandi au Cap-Vert, un pays colonial, où les écarts entre les différentes populations étaient très importants. Il y avait d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs, d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres. Heureusement, cela a changé. Le Cap-Vert est devenu un pays indépendant et maintenant les choses sont très différentes au Cap-Vert. Alors vous ne trouverez pas dans ce documentaire des interviews, des images de concerts de Césaria Évora ou des archives plus académiques avec des témoignages de ses proches face caméra. Ce qui fait la singularité de ce film, et je trouve son intérêt, c'est la mise en perspective historique et son approche très intime. Anna Sofia Fonseca est parvenue à mettre la main sur des vidéos personnelles de la chanteuse ou de ses musiciens. Elles n'avaient jamais été montrées auparavant, elles étaient stockées dans des sacs poubelles. Et ce qu'on voit, bien, c'est de la matière brute, des conversations, la voix, les mots de Césaria Évora avec ses proches dans sa maison qui tenait à peine debout. Une femme simple et généreuse que le succès n'a jamais changé. Malgré les disques d'or ou les récompenses au Grammy, elle est toujours restée pauvre dans sa tête. Et alors un succès d'ailleurs qui est arrivé sur le tard, Corinne, puisqu'il avait déjà plus de 50 ans. Il paraît même que c'est un cheminot français qui a flashé sur sa voix et qui a décidé de tout miser sur elle. Alors aujourd'hui, tout le monde la connaît, Césaria Évora, la diva aux pieds nus, l'anti-star, celle qui n'avait pas le physique, mais avait une voix extraordinaire, qui a profité de l'explosion de la world music pour crever l'écran, un peu comme dans un conte de fées. Le documentaire revient sur cet aspect
aspects-là de sa carrière, sur des moments aussi beaucoup plus sombres, la dépression, l'alcoolisme. Mais ce qu'on retient, c'est le portrait d'une femme libre à l'avant-garde du combat contre les inégalités et de l'émancipation féminine. Je ne dirais pas que Cesária Évora avait un discours politique. Elle avait ses convictions, mais c'était en fait une femme simple qui méconnaissait beaucoup d'expressions telles que celles qu'on utilise aussi fréquemment de nos jours, émancipation féminine, etc. Par contre, elle a vraiment, dans sa vie, mis en pratique tous ces concepts. On voit l'esprit libre de Cesária. Pour elle, la liberté, c'était essentiel. On le voit aussi dans l'évolution des femmes de sa famille, notamment sa petite fille, à laquelle elle a donné l'exemple de l'émancipation féminine, qui, à son tour, va même dans les lycées pour parler de l'émancipation des femmes. Donc, effectivement, ça a été vraiment un sujet qui a été très à cœur pour Cesária Évora. Cesária Évora, la diva aux pieds nus, un documentaire signé Anna Sofia Fonseca, à voir en ce moment au cinéma grâce à vous, Corinne Pellissier. Merci beaucoup.